25 détails terrifiants que vous avez manqués dans Michael, la vérité du biopic. Avez-vous déjà regardé un reflet dans un miroir en sachant pertinemment que ce n'était pas le vôtre, mais plutôt l'ombre d'un fantôme qui refuse de mourir? Oubliez tout ce que vous pensiez savoir sur le roi de la pop, car le biopic événement, sobrement intitulé Michael, magistralement mis en scène par Antoine Fuqua, n'est en aucun cas un simple hommage scintillant destiné à flatter la nostalgie. C'est un véritable chant de mine hollywoodien, un thriller psychologique étouffant dissimulé sous des vestes à paillettes, et la bataille testamentaire la plus féroce de toute cette décennie cinématographique. Ce que les studios internationaux ont bien voulu vous montrer dans les bandes-annonces survoltées n'est qu'une infime partie d'une vérité lourdement et sciemment censurée. Aujourd'hui, nous allons déchirer le lourd rideau de velours rouge pour exposer les 25 détails complètement insensés que vous avez très probablement manqués dans ce projet titanesque. Des secrets de tournage troublants aux guerres intestines impitoyables de la dynastie Jackson. Pourquoi ce film a-t-il été si violemment repoussé à plusieurs reprises? Qu'a-t-il fallu cacher à la dernière minute sous la pression des avocats? Plongez avec moi dans les abysses de la création de Michael. Il faut tout d'abord comprendre, pour saisir l'ampleur du désastre évité de justesse, que le film que vous allez découvrir sur les écrans géants n'est absolument pas celui qui a été initialement conçu dans le plus grand secret. Le scénario original, minutieusement écrit par John Logan, l'homme de génie derrière le chef-d'œuvre épique Gladiator, prévoyait au départ une fresque monumentale et éprouvante d'une durée de 4 heures. Mais pour quelle raison obscure amputer une telle œuvre d'une moitié de son essence? La réponse effrayante se trouve dans un accord juridique inviolable vieux de plusieurs décennies. Les redoutables producteurs, menés par Graham King, celui-là même qui a orchestré le succès mondial de Bohemian Rhapsody, avaient la ferme ambition de faire du troisième acte du film un drame judiciaire sombre et sans concession. Ce segment devait être entièrement centré sur les allégations dévastatrices des années 90, dépignant ouvertement et crûment Michael comme la victime innocente d'une extorsion machiavélique et calculée. Cependant, face à cette ambition narrative, le puissant domaine Jackson s'est violemment heurté à un mur de béton Hebdon légal infranchissable, un accord de confidentialité extrêmement strict conclu jadis avec la famille de Jordan Chandler. Ce pacte de silence absolu a littéralement forcé la production à céder à une panique généralisée, entraînant des remaniements en urgence et des reshoots massifs d'un coût astronomique qui ont inexorablement repoussé la sortie initiale du film de mars 2025 à sa date définitive en avril 2026. Avez-vous seulement remarqué comment le ton de la campagne promotionnelle a soudainement pivoté au cours des derniers mois? C'est précisément parce qu'une entière partie intégrante de l'histoire a dû être purement et simplement effacée au montage final pour éviter les poursuites judiciaires qui auraient pu anéantir le studio. Ce bouleversement colossal au sein de l'écriture nous amène logiquement à la décision la plus radicale et la plus controversée du film, l'époque charnière à laquelle il s'arrête brutalement. Au lieu de nous plonger dans la lente déchéance physique et morale des années 2000, la narration a été brutalement tronquée pour s'achever à l'apogée de sa gloire juste à la fin de la triomphale tournée Bad en 1988. Est-ce une lâche fuite en avant de la part d'Antoine Fuqua pour éviter de salir l'idole ou une stratégie financière brillamment calculée pour préparer secrètement le terrain à un Michael Partie 2 envisagé pour 2028? Les rumeurs les plus persistantes dans les couloirs de l'industrie murmurent avec insistance qu'un bon tiers des images nécessaires à cette suite hypothétique existent déjà, soigneusement enfermées et classées secret défense dans les coffres-forts ultra sécurisés de Lionsgate. Mais la véritable tension suffocante ne réside pas seulement dans l'obscurité des salles de montage ou dans les bureaux des avocats. Elle pulse de manière toxique au cœur même de la famille Jackson, une dynastie irrémédiablement divisée. Paris Jackson, la propre fille adorée du roi de la pop, a déclenché une onde de choc séismique à Hollywood en boycottant publiquement et sans la moindre retenue le projet de son oncle. Elle a eu le privilège troublant d'avoir accès à l'une des toutes premières versions du script non expurgé et l'a qualifié avec dégoût d'un véritable tissu de mensonges et honté. Elle a ouvertement accusé les producteurs de flatter de manière obscène une faction très spécifique et extrémiste de fans, ceux-là même qui préfèrent continuer de vivre dans un fantasme rassurant plutôt que d'affronter courageusement la réalité complexe, tourmentée et parfois sombre de son défunt père. Comment un grand film hollywoodien peut-il décemment prétendre à la moindre once d'authenticité historique quand la propre chair et le propre sang de son sujet principal le renient avec telle fureur? Et pourtant, malgré cette trahison filiale perçue par beaucoup comme fatale, la production a fait le choix artistique le plus audacieux et le plus vertigineux de toute cette décennie.
en confiant le rôle de sa vie non pas à un acteur hollywoodien chevronné, mais à Jafar Jackson, le propre neveu de Michael et fils direct de Jermaine. Ne vous y trompez pas, ce n'est pas un simple tour de passe-passe de casting pour attirer la presse, c'est une résurrection génétique purement troublante qui met mal à l'aise tant elle frôle l'anomalie. Avez-vous attentivement observé la façon dont Jafar incline subtilement la tête en écoutant une mélodie, ou la manière fulgurante dont ses longs doigts fendent l'air lorsqu'il esquisse un pas? Ce n'est absolument pas de l'imitation studieuse, c'est un mimétisme sanguin terrifiant qui relève presque de la possession spirituelle. Mais derrière cette évidence visuelle stupéfiante se cache une ironie psychologique singulièrement cruelle. Jermaine, le propre frère de Jafar, a passé la quasi-totalité de son existence dans l'ombre monumentale et écrasante de son jeune frère. Aujourd'hui, c'est son propre fils qui ressuscite à l'écran le fantôme de ce frère tant jalousé, s'accaparant sous les projecteurs du monde entier la lumière divine que Jermaine a toujours désespérément convoitée. C'est une authentique tragédie shakespearienne qui se joue silencieusement en coulisses sous nos yeux aveuglés. Et pour s'assurer que cette illusion auditive soit d'une perfection chirurgicale, la production n'a pas seulement aveuglément compté sur les gènes miraculeux de Jafar. Ils ont eu recours à une technologie militaire de fusion vocale d'avant-garde, repoussant les limites de l'intelligence artificielle appliquée à la musique. Ce que vous entendez vibrer dans les immenses scènes de concert n'est ni purement la voix juvénile de Jafar, ni une banale piste de playback poussiéreuse de Michael. C'est un hybride chimérique inédit, un mélange millimétré à la nanoseconde près des enregistrements originaux fraîchement isolés du roi de la pop et des performances vocales organiques et brutes de Jafar. Le résultat produit un timbre spectral inédit, conçu sur mesure pour tromper même les ingénieurs du son dotés de l'oreille absolue. Cependant, l'âme insaisissable de Michael Jackson ne s'est pas miraculeusement forgée sous la chaleur aveuglante des néons des stades gigantesques. Elle s'est irrémédiablement brisée dans le petit salon étouffant et miteux de Gary, dans l'état désolé de l'Indiana. C'est précisément là qu'intervient l'immense Coleman Domingo, livrant une performance terrifiante de froideur dans le rôle redouté de Joe Jackson. Si vous scrutez attentivement les plans sombres où il apparaît, vous remarquerez que la caméra sadique de Antoine Fuqua prend un malin plaisir à le filmer presque exclusivement en contre-plongée vertigineuse. Cette technique visuelle le transforme en un gigantesque monstre mythologique impitoyable, un architecte de la gloire familiale aussi brillant que viscéralement violent. Domingo refuse catégoriquement de le jouer comme un simple méchant caricatural de dessin animé. Il l'incarne plutôt comme un patriarche prolétaire désespérément piégé par sa propre ambition féroce de survie, intimement persuadé jusqu'à la folie que chaque coup de ceinture lourd administré dans l'obscurité était un investissement nécessaire sur l'avenir radieux de ses enfants. Face à cette brutalité domestique glaçante, l'actrice Nia Long incarne Catherine, la matriarche douloureuse et trop souvent silencieuse. Le détail le plus fascinant dans son jeu d'actrice réside dans l'intensité paradoxale de son regard. Le réalisateur lui a expressément demandé de jouer chaque scène de triomphe planétaire des Jackson 5 avec une pointe de deuil insondable et permanent dans les yeux. C'est comme si elle savait intuitivement, dès la première note chantée à la télévision, que ce succès cannibale allait inexorablement lui voler l'âme de son fils pour toute éternité. C'est précisément cette tension maternelle déchirante qui confère au début du film sa gravité étouffante. Et pour prêter ses traits innocents à ce fils tragiquement volé à l'enfance, l'équipe de casting a miraculeusement déniché Giuliano Cruvaldi, un véritable petit prodige repéré de manière virale sur Instagram, pour incarner le jeune Michael de la période Motown. Le fardeau psychologique qui pèse sur les frêles épaules de ce jeune enfant acteur est presque inimaginable à concevoir, car c'est lui et lui seul qui doit porter à l'écran les traumatismes fondateurs les plus insoutenables, ces moments glaçants où le superstar en devenir perd définitivement contact avec la normalité. Valdi ne se contente pas d'exécuter des chorégraphies avec une précision mathématique hallucinante. Il a été dirigé par Fuqua pour reproduire fidèlement les imperceptibles micro-expressions de terreur panique que le vrai Michael enfant camouflait avec l'énergie du désespoir sous ses sourires télévisés préfabriqués. Et la terreur n'arrive pas à l'enfance. L'un des détails cinématographiques les plus effroyables de toute l'œuvre est sans aucun doute la reconstitution cauchemardesque de l'accident pyrotechnique tragique de la publicité pour Pepsi en 1984. Refusant catégoriquement de se remettre à la facilité des flammes générées artificiellement par ordinateur, Fuqua a forcément insisté à utiliser des effets de feu pratiques sur le plateau. Il a sciemment forcé son acteur principal, Jafar, à tourner à quelques misérables centimètres d'un véritable brasier ardent.
L'objectif avoué était de pouvoir capter à l'image la véritable terreur primale se reflétant dans ses pupilles dilatées. Ce moment visuellement spectaculaire dans le film n'est absolument pas traité comme un simple fait divers malheureux, mais bien comme le point de bascule irréversible de toute une vie, l'instant d'une violence inouïe où les puissants analgésiques et les opiacés destructeurs ont fait leur première irruption sournoise dans le sang du roi. C'est la signature d'un pacte faustien morbide qui le mènerait avec une lenteur accablante vers sa propre tombe. Le travail de conception sonore sur cette séquence particulière est tout simplement hallucinant d'ingéniosité. La musique pop enjouée se coupe avec une brutalité inouïe pour ne laisser entendre que le sinistre crépitement organique des flammes dévorant les cheveux et les hurlements étouffis de douleur de la star, transformant un banal plateau de tournage festif et coloré en une véritable zone de guerre traumatisante. Et puisque nous parlons de l'utilisation géniale du son, avez-vous remarqué la composition particulièrement inhabituelle de la bande originale de ce long métrage ? Plutôt que d'utiliser de grandes envolées orchestrales classiques, prévisibles et pompeuses pour souligner lourdement la dramaturgie, le département sonore a méticuleusement utilisé des pistes totalement isolées des tics vocaux caractéristiques de Michael. Ses haltements saccadés, ses hoquets nerveux, ses célèbres exclamations ou perchées et le claquement sec et autoritaire de ses talons sur le parquet de danse ont été patiemment échantillonnés, ralentis et distordus par les ingénieurs du son. Le but était de créer des rythmes viscéralement anxiogènes qui palpitent dans les enceintes tout au long de la projection. C'est une technique audacieuse, directement empruntée du registre du film d'horreur psychologique, qui enferme littéralement le spectateur sans défense directement dans la tête bourdonnante et les névroses paralysantes de l'artiste torturé. Cette même exigence quasi obsessionnelle du détail invisible se retrouve également dans le choix surprenant de Miles Teller pour incarner le redoutable John Branca, l'excellent acteur. Pourquoi diable confier un rôle apparemment aussi administratif et ennuyeux à un acteur réputé pour une telle intensité physique et mentale? Tout simplement parce que Branca est intelligemment dépeint dans le scénario non pas comme un gratte-papier, mais comme le grand maître incontesté des échecs financiers, l'homme de l'ombre implacable qui a méticuleusement orchestré l'achat scandaleux du catalogue éditorial des Beatles, une transaction historique d'une violence inouïe qui a failli détruire à jamais les relations fraternales de Michael avec Sir Paul. Le script transforme magistralement cette attraction financière complexe, qui aurait pu être soporifique, en véritable scène de guerre psychologique à couteau tiré, rappelant de manière troublante la tension des meilleurs thrillers mafieux de Martin Scorsese. D'ailleurs, la mégalomanie industrielle triomphante des années 70 est reconstituée à l'écran avec une exactitude qui confine à la maladie mentale. Avez-vous par hasard remarqué la perfection de l'acoustique et la chaleur saturée de la lumière lors des scènes se déroulant chez Motown? La direction artistique a pure et simplement exigé de reconstruire au millimètre près l'intégralité du légendaire studio A. Cette volume architecturale a été décidée dans le seul but que Laren States, incarnant un Berry Gordy impitoyable et divin, ainsi que Laura Harrier, éblouissante dans le rôle de Suzanne de Passe, puissent évoluer avec naturel dans un espace clos qui transpire littéralement la même pression créative écrasante que le studio original de Détroit. Mais l'obsession dévorante d'Antoine Fuqua pour le réel et la vérité historique va encore beaucoup plus loin, frôlant avec danger un fétichisme presque macabre. Le département des costumes a en effet réussi à négocier et à obtenir un accès exclusif, totalement inespéré dans le milieu, aux voûtes secrètes et climatisées de la redoutable succession Jackson. Retenez bien ceci. Certaines des vestes militaires emblématiques et des tenues étincelantes que vous verrez à l'écran ne sont absolument pas de parfaites répliques recréées par des bataillons de couturiers hollywoodiens. Ce sont bel et bien les véritables costumes de scène historiques de Michael Jackson en personne, portés lors de ses tournées mondiales les plus mythiques, avec l'usure authentique du tissu, les déchirures réparées à la va-vite et, murmure-t-on avec frisson sur le plateau de tournage, l'odeur encore persistante de ses propres parfums incrustés dans la doublure. Jafar a dû se glisser chaque matin, de manière presque rituelle, dans la véritable peau de son défunt oncle, supportant sur ses épaules le poids psychologique terrifiant de ces reliques inestimables appartenant à la royauté de la pop. Et parlons un instant de l'obsession esthétique dévorante qui a défini et finalement consumé l'intégralité de sa carrière publique. Le film a le courage immense d'aborder de front la métamorphose physique troublante de Michael, non pas comme une trahison honteuse de ses racines afro-américaines, comme l'a souvent hurlé la presse, mais bien comme une tragédie médicale terrifiante et incontrôlable. Le mythique gant blanc incrusté de dizaines de cristaux brillants, perçu pendant des décennies par le monde entier comme l'accessoire de mode ultime du génie excentrique, est ici révélé sous un jour profondément déchirant.
Il n'était à l'origine qu'un simple pansement glamour désespérément conçu dans la panique pour dissimuler à la vue du public carnivore les toutes premières taches dépigmentées de vitiligo qui rongeaient silencieusement sa peau. La caméra s'attarde en gros plan sur les mains manifestement tremblantes de Jafar alors qu'il enfile ce fameux gant solitaire pour la toute première fois devant un miroir, transformant sous nos yeux ébahis un symbole planétaire de triomphe absolu en un tragique artefact de dissimulation et de honte inavouable. Pour accompagner cette descente aux enfers physiques, l'équipe technique a catégoriquement refusé de noyer les traits de Jafar sous des couches étouffantes de maquillage numérique ou de recourir à des images de synthèse artificielle. Ils ont opté pour une évolution prothétique d'une subtilité qui glace le sang. Le visage de l'acteur principal se transforme de manière presque imperceptible au fil du défilement des décennies, reflétant avec une justesse glaçante non seulement les incomptables interventions chirurgicales controversées de Michael, mais également l'usure abyssale de son âme torturée. La perte progressive de la pigmentation naturelle de son épiderme devient ainsi à l'image une puissante métaphore visuelle de sa lente décoloration émotionnelle face à un monde réel qu'il fuyait frénétiquement. Ce rejet radical du rajeunissement ou du vieillissement numérique de facilité a nécessité de longues heures de supplice quotidien et silencieux sur l'inconfortable chaise du département de maquillage, forçant le jeune Jafar à intérioriser en silence l'isolement pathologique de son ongle derrière un infranchissable masque de silicone froid. Et comment serait-il possible de ne pas évoquer la danse, ce langage universel sans aucun mot qui a hypnotisé des milliards d'êtres humains sur la planète entière? Pour s'assurer à tout prix d'éviter que les longues séquences chorégraphiées ne ressemblent tristement à un vulgaire concours de sosie de Las Vegas, Foucault a eu l'intelligence de faire appel à Rich et Tone Talawega, les chorégraphes historiques et intimes de la star. Ces derniers n'ont pas perdu de temps à enseigner machinalement à Jafar à reproduire au millimètre des pas de danse mémorisés. Ils lui ont inculqué, par l'épuisement total, la véritable philosophie spirituelle du mouvement propre à son oncle. Chaque glissement de semelle sur le sol, chaque arrêt brusque et saccadé devait être intimement compris et ressenti comme une conversation passionnée, parfois violente et silencieuse, entre le corps meurtri de Michael et les ondes de la musique. Avez-vous prêté la moindre attention à la façon très particulière dont l'ombre projetée de Jafar se comporte lors de la reconstitution minutieuse du légendaire clip de Thriller? L'équipe en charge de la photographie a passé de longues semaines entières à disséquer les angles d'éclairage originaux de 1983 dans le but de recréer de manière obsessionnelle exactement les mêmes jeux d'ombres expressionnistes et menaçants s'étirant sur les murs de briques. Cela confère soudain à cette scène culte une aura résolument horrifique et lugubre bien plus sombre et poisseuse que dans nos lointains souvenirs collectifs. Cette atmosphère d'isolement accablante, on la ressent cruellement aussi dans les absences remarquées et criantes du scénario. Si la talentueuse Jessica Sula incarne sa sœur Latoya avec un brio incontestable, où est donc passée la représentation de l'impact colossal de la superstar Janet Jackson? Des sources internes très bien informées affirment en coulisses que la dynamique si particulière avec sa petite sœur incontournable a été volontairement et presque agressivement minimisée au montage pour ne pas risquer d'éclipser la tragédie personnelle de Michael. Cela réduit hélas l'une des relations fraternelles et artistiques les plus fortes et vitales de sa vie à de simples apparitions fantomatiques dans les couloirs des studios. Est-ce là une consigne stricte émanant directement de la succession familiale ou bien un choix scénaristique impitoyable et assumé par l'auteur John Logan? La réponse reste douloureusement enfouie. Et parlons maintenant de l'immensité écrasante de ce spectacle cinématographique sans précédent. Pour rendre pleinement justice à la démesure architecturale des concerts dantesques de l'ère Bad, le réalisateur a pris la décision logistique et financière colossale de tourner ses scènes aliaises officielles exclusivement avec des caméras au format IMAX certifié. L'objectif avoué de la manœuvre n'était pas seulement de capturer platement l'immensité d'un stade de Wembley virtuellement reconstitué, mais de réussir à piéger littéralement le public au centre géométrique d'une arène bouillonnante et hurlante de plus de 100 000 personnes en transe. Quand vous ferez l'expérience de ces séquences immersives dans une véritable salle de cinéma équipée IMAX, le son ravageur ne viendra pas seulement frapper vos tympans par les haut-parleurs, il fera violemment vibrer l'ossature de votre cage thoracique. Il simulera avec perfection la pression acoustique phénoménale et dangereuse qui provoquait jadis des évanouissements massifs et incontrôlables dans les premiers rangs de la foule. C'est une authentique expérience sensorielle conçue spécifiquement pour écraser physiquement le spectateur sous le poids de cette insoutenable divinité pop. Mais c'est indubitablement le détail le plus terrifiant, le plus lourd de sens et le plus controversé qui réside dans la construction méticuleuse du tout dernier plan final du film. Bien que la production ait pris le soin de faire signer des clauses de confidentialité mortelles et dissuasives à tous les techniciens présents, des insistantes fuites évahites avertissent d'une conclusion qui glace le sang.
En effet, au lieu d'offrir au public une apothéose glorieuse et larmoyante sous une ruée de confettis dorés et les vivas d'une foule en délire, l'œuvre monumentale s'achèverait sur un plan fixe, interminable et silencieux de Michael. Il apparaîtrait infiniment seul dans une immense pièce vide de son domaine de Neverland, tournant lentement mais définitivement le dos à la caméra, alors que les cris d'amour inconditionnel de la foule invisible se transforment par le mixage sonore en un bourdonnement dissonant, mécanique et profondément menaçant. Une apothéose magnifiquement suspendue dans le vide total, s'arrêtant juste une seconde avant que l'Empire ne s'effondre dans le chaos judiciaire des années 90, laissant le spectateur essoufflé avec un profond sentiment d'asphyxie. C'est l'implication dévastatrice et inoubliable que la plus grande pop star de l'histoire de l'humanité a construit brique par brique, chanson par chanson, son propre tombeau doré dont il ne ressortirait plus jamais vivant.